Didier Awadi donne son avis sur l'affaire de trafic de passeports diplomatiques et de visas, trafic présumé bien sûr. Il parle d'une erreur de la part des rappeurs et activistes Kilifeu et Simon du mouvement Y en a marre, mais pour le membre fondateur de PBS, Positive Black Soul. Leur arrestation pose un débat de fond, la légèreté du système administratif sénégalais en la matière. Je propose d'écouter Didier Awadi au micro de Mahmoud Ibrakan. Je pense qu'ici au Sénégal, toute cette crise, cette agitation sociale, c'est parce que notre chef de l'État ne dit pas clairement qu'il ne sera pas candidat. Et je pense qu'il faut qu'il le dise pour la paix sociale. Est-ce qu'on va attendre d'aller vers le mur, dans le mur, pour le dire? Est-ce qu'on va attendre encore un autre mois de mars? Écoutez, je ne veux pas être langue de bois. J'ai vu ces vidéos. Est-ce qu'elles font plaisir? Non, elles ne font pas plaisir. Je pense que nos petits frères ont fait des erreurs, mais sur le plan de l'activisme pur, je pense qu'ils ont écrit de grands livres dans l'histoire de ce pays. Que ce soit Simon ou Kilifeu, et au-delà le groupe, le mouvement Y en a marre. Je pense qu'ils ont fait des erreurs. Est-ce que j'applaudis? Non. Est-ce que le mouvement hip-hop en est fier? Non, mais je pense qu'ils ont fait une erreur. Mais mon devoir est d'être dans les moments agréables et dans les moments durs aux côtés de mes petits frères. Didier Awadi s'est également prononcé sur le procès de Thomas Sankara prévu demain. Nous y reviendrons tout à l'heure avant la fin du bulletin d'information. Célébration de la journée internationale de la fille. Demain, les clubs des jeunes filles des régions de Sédhiou et de Ziguinchor étaient à l'école du succès de l'expérience Kolda au Fouladou. L'approche intitulée New Deal a favorisé le maintien des filles à l'école et amélioré les performances scolaires. Sur place, Seydou Diatta. Au niveau des 3 régions administratives de la Casamance, la région de Kolda a été choisie pour abriter la rencontre synonyme d'une évaluation des combats et stratégies menées dans le cadre de la promotion du bien-être et de l'épanouissement des jeunes filles en prélude à la journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Nous sommes aujourd'hui à Kolda dans le cadre d'une échange que nous avons organisé avec la fille projet de promotion des jeunes et des structures, l'action militaire à la jeunesse, qui travaille sur la prévention et la sensibilisation sur la santé de la reproduction des enfants et des jeunes. Ces échanges que nous organisons dans ce cadre nous permettent de mutualiser les efforts, mais également de partager les bonnes pratiques entre ce qui se fait sur la Kolda, Ziguinchor et Sédhiou. Cette journée a regroupé les refus ignobles vers les zone de Sédhiou, Ziguinchor et de Kolda en collaboration avec PPG et les coordinateurs de ces 3 zones-là. Donc, au niveau de la zone sud, nous avons nos cultures et nos réalités. Donc, nous avons ce qu'on appelle une approche mécanique pour au moins participer à l'épanouissement des filles, pour au moins conscientiser la population si les conséquences néfastes qui peuvent vraiment freiner la santé et l'épanouissement des jeunes filles dans la zone sud. Ces dernières années, la région de Kolda figure sur la liste des meilleurs élèves en matière de promotion des droits humains, notamment la protection des jeunes filles. Parmi les démarches à l'origine des avancées significatives aux côtés des efforts consentis par l'État, le pacte intitulé New Deal. Le choix de Kolda n'est pas fortuit. Les clubs de jeunes filles, leur expérience a démarré à Tamba. Mais le New Deal a été expérimenté à Kolda. Voilà pourquoi, quand on veut susciter cette même dynamique au niveau des autres, c'est ça, des clubs de jeunes filles, on arrive à Kolda aussi, comment avez-vous expérimenté le New Deal est un protocole qui a été signé entre nous, membres des clubs de jeunes filles, nos parents et nos marraines, c'est-à-dire les pères de l'Europe. Donc, cette pratique consiste à ce que nous, les jeunes filles, nous continuons nos études sans tomber en retard jusqu'au mariage. Et que nos parents, et nos parents, en échange, de continuer nos études. Tous nos CCA sont enrôlés dans cette mise en œuvre, mais il se trouve quand même Kolda qui a été le premier à expérimenter cette initiative, partage son expérience, comment il fait.
comment on progresse avec ces clubs de jeunes filles. Nous avons de très bons résultats au niveau de tous nos systèmes, mais Kolda est le pionnier dans ce domaine. Oui, depuis la signature du pacte, franchement, nous avons eu de très bons résultats. Parce que même avant le pacte et depuis la signature du pacte, aucune jeune fille n'est tombée en retard ici dans le centre Adonai. Et aussi, nous avons vu des jeunes qui sont machallah très jeunes, comme moi, mon exemple, bachelière à l'âge de 17 ans. Donc, ça veut dire que c'est pas évident. Mais aujourd'hui, c'est grâce au pacte que les jeunes filles peuvent continuer les études. Selon les témoignages des communautés et des filles elles-mêmes potentielles victimes, le taux des pratiques culturelles néfastes contre l'épanouissement des jeunes filles est en net recul. Les clubs des jeunes filles entendent poursuivre le dialogue intergénérationnel pour consolider les acquis. À l'instant, le compte rendu de Seydou Diatta, notre correspondant permanent à Kolda. Parlons à présent de la prolifération des écoles et instituts supérieurs privés. Justement, beaucoup d'écoles ne sont pas reconnues par l'État et le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et cette situation peut-elle compromettre la formation et l'avenir professionnel de ces étudiants? Élément de réponse dans ce reportage signé par Marem Ndiaye et Moussa Fall. Le constat est général. Les écoles et instituts privés deviennent de plus en plus nombreux au Sénégal. Des écoles qui ne remplissent pas parfois les conditions requises, regrette avec amertume cette dame que nous avons rencontrée au marché Wakam. Bon, je pense qu'il y a des écoles qui sont bien au Sénégal, qui font de bonnes choses depuis longtemps, qui ont tout leur nécessaire pour enseigner aux enfants. Mais il y a aussi des écoles qui ne sont pas quand même convenables, qui ne sont pas en règle, je veux dire. Parce que ça, en ce moment-là, ça pose des problèmes aux parents qui font beaucoup d'efforts pour faire aller aux enfants, pour faire des études à leurs enfants. Parce que ça coûte cher, les écoles là, ça coûte tellement cher qu'il faut que ça soit en ordre. Il faut que ça soit régulé par l'État pour que ces enfants puissent terminer leur système dans de bonnes conditions. Diao embouche la même trompette. Il pense que les parents d'élèves et d'étudiants doivent être plus regardants avant de les inscrire dans ces établissements. C'est la responsabilité des parents de regarder les statuts des écoles avant d'inscrire leurs enfants. C'est vraiment désolant. Partout, c'est quasiment le même discours. Mais Mastiam est plus radical. Il préconise la fermeture de ces établissements qui sont dans l'illégalité. C'est à l'État de veiller. Ces écoles doivent être fermées. L'État du Sénégal est invité à faire preuve de plus de rigueur dans l'application de la loi 94-82 portant statut des établissements supérieurs privés. Une loi votée depuis 1994 au Sénégal. Marem Ndiaye, merci. À quelques jours de la célébration de la nuit de naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, le service national de l'hygiène et l'UCG, unité de coordination de la gestion des déchets solides, déploie les gros moyens des opérations de désinsectisation, et de saupoudrage des maisons et des lieux publics sont engagés par le service national de l'hygiène. L'UCG, de son côté, a mis à la disposition des cités religieuses de Medina Baye et Léona Niassène des matériels de nettoyage et des véhicules pour permettre aux fidèles de passer un excellent gamou. Compte rendu Adamassar Astumbaye. À quelques jours du Gamou international de Medina Baye, le service national de l'hygiène déploie les gros moyens. Une équipe de 34 agents a déjà démarré les opérations de désinsectisation des maisons et lieux de culte. Aujourd'hui, on est dans notre deuxième phase de plan d'action, c'est-à-dire les opérations techniques qui consistent à faire des AID, c'est-à-dire des inspections intradomiciliaires, de faire les maisons, mais aussi de faire les sites de rassemblement. Tous les sites de rassemblement qui se trouvent au niveau de Medina vont être désinfectés, désinsectisés. À part
activités, c'est-à-dire les AID, on va faire le saupoudrage. À la fin de ces aspersions intra-domiciliaires, on va faire le saupoudrage, qui est une activité aérienne pour vraiment, au niveau des artères de la ville de Médina, qu'on puisse vraiment toucher tous les lieux où il y aura peut-être des vecteurs ou des microbes pour éradiquer ou réduire de façon très importante vraiment tout ce qui est favorable à des maladies diarrhéiques ou à des maladies parasitaires. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides UCG a aussi mis à la disposition de Léona Niassène et de Medina Baye des brouettes, des râteaux et des véhicules. La visite s'inscrit dans le cadre des activités de préparation du Gamou, qui est un événement international important, notamment ici même à Kaolack. Donc nous sommes venus sur instruction du chef de l'État à travers notre ministre de tutelle, M. Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, pour venir porter assistance à l'ensemble des familles religieuses qui sont engagées dans les préparatifs de cette manifestation et leur apporter une contribution symbolique en termes de matériel de nettoiement, mais surtout une assistance technique avec les camions qui sont mis à disposition, mais aussi beaucoup de personnel d'appoint parce que c'est une période de forte production de déchets. Chaque Maoulit, des milliers de fidèles convergent vers la région de Kaolack où plusieurs foyers religieux célèbrent la nuit de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À 3 semaines de la fête de la Toussaint prévue le 1er novembre, l'autorité diocésaine de Dakar et le comité de gestion des cimetières chrétiens ont organisé aujourd'hui des journées de nettoiement dans les cimetières de Bel-Air et de Saint-Lazare de Béthanie. Plus de 1000 jeunes, mais également des personnalités ont participé à cette journée. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Il s'agit de Maître Ousmane Sey, avocat à la Cour, et de Barthélémy Diaz, maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Leurs propos sont recueillis par Clément Nicolas Thiaw et Sidignan. Je crois que c'est un acte républicain et citoyen qui est fondé sur la Constitution du Sénégal. Parce que vous savez que la Constitution du Sénégal, son fondement, c'est la laïcité. Et les jeunes, ce qu'ils font, ce sont des actes qui renforcent la laïcité et qui ont un fondement sur la laïcité. Souvent au Sénégal, les principes sont au bout de la langue. Et c'est rare que ces principes soient mis en œuvre. Aujourd'hui, ils n'ont pas la laïcité au bout de la langue, mais ils sont en train de mettre en œuvre la laïcité qui est une valeur sûre du Sénégal. Si le Sénégal est un pays de stabilité, un pays de paix, où il y a la solidarité effective, c'est grâce à la laïcité. Les chrétiens, les musulmans, même les non-croyants sont tous ensemble et sont solidaires. Toutes les fêtes sont fêtées ensemble. Et aujourd'hui, l'acte de ces jeunes-là démontre que le Sénégal est un et uni. Ce désherbage est une œuvre de générosité chrétienne et c'est aussi une œuvre citoyenne. Donc nous félicitons tous les jeunes du diocèse de Dakar. Nous réjouir parce que cela rentre dans la ligne de mire des préparatifs du 1er novembre. La Toussaint, la fête des saints. Nous rendons grâce à Dieu d'être aujourd'hui ici, en bonne santé, présent auprès de cette jeunesse. Et en regardant aujourd'hui ce cimetière après toutes ces décennies, je prie le bon Dieu de nous aider d'avoir la force de pouvoir paver tous les cimetières de Dakar, aussi bien Bel-Air, Béthanie, que Yoff, que les autres cimetières de Dakar, parce que je pense que si le pavage avait été fait, ou le dallage avait été fait, aujourd'hui je pense que le désherbage aurait été beaucoup. Je vous le disais tout à l'heure, l'Afrique aura sans doute les yeux rivés demain sur le tribunal militaire de Ouagadougou. Et oui, c'est devant cette juridiction que se déroulera le procès concernant Thomas Sankara, assassiné en 1987. Un procès de France-Afrique. C'est ainsi que l'invité du jury du dimanche qualifie ce rendez-vous tant attendu. Didier Awadi accuse l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, certains chefs d'État africains et la France de François Mitterrand. Didier Awadi devant le jury du dimanche avec Mamoudou Ibirakan, la synthèse de Abdourahmane Ly. Didier Awadi s'est voulu témoin de l'histoire accusant Blaise Compaoré de la mort de Sankara. Il n'aurait d'ailleurs pas agi seul. Awadi soupçonne la France de François Mitterrand et quelques chefs d'État africains francophones de l'époque. Mais le Sénégal d'Abdou Diouf est hors de cause à ses yeux. Je ne pense pas, il était trop loin de ça et
Le Sénégal était déjà dans une autre configuration. Nous avons toujours eu la démocratie et une liberté, ce qui n'était pas le cas des autres pays. Et je sais que le président Diouf appréciait beaucoup le président Thomas Sankara. Ce n'est pas juste un procès burkinabé. C'est le procès d'une certaine France-Afrique. C'est le procès aussi, un procès international, parce que les ramifications par rapport à cet assassinat sont maintes et diverses. Le procès est attendu ce 11 octobre, 34 ans après l'assassinat, pour faire enfin cette affaire devant un tribunal militaire de Ouagadougou. L'artiste fera le déplacement. Par ailleurs, l'un des précurseurs du rap sénégalais a abordé le sommet Afrique-France devant les jurys du dimanche. Awadi juge que la rencontre n'a pas mérité le déplacement. C'est pas qu'on ne m'a pas sollicité, mais je considère que je n'ai rien à faire parce que je pense que je n'ai pas l'interlocuteur qu'il faut en face. Maintenant, oui, on a vu certains jeunes qui ont parlé avec le cœur, c'est bien. Macron, je pense qu'il est dans une position un peu infantilisante par rapport à nous. Je pense que ce n'est même pas respectueux. Il est toujours dans ce truc, je vais convoquer les gens chez moi et je vais leur dire. Bon, là, il est à quelques mois des élections, il est super impopulaire chez lui. Je vais parler à la jeunesse africaine, peut-être que je pourrais prendre quelques voix chez les jeunes. Je ne vois pas de sincérité dans ce qu'il fait. Un sentiment anti-français qui se développe chez les jeunes Africains. Une autre raison qui a poussé Emmanuel Macron à convoquer la société civile africaine pour parler des problèmes de l'Afrique. Selon Didier Awadi. De jeunes Africains au sommet Afrique-France, ils étaient les invités d'honneur des étudiants rencontrés à l'UCAD de reste catégorique. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Reportage à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Moussa Fall, Mam Alassane Laïsek et Mariam Ndiaye. De la poudre aux yeux, c'est ainsi que certains étudiants qualifient le sommet Afrique-France tenu à Montpellier. Ghislain est étudiant tchadien. À ses yeux, la France est impuissante face aux problèmes de la jeunesse africaine. Bon, ça, franchement, je dirais que c'est de la mascarade parce que il y a encore de cela quelques mois, quand l'ex-président tchadien, le défunt Idriss Déby, était au pouvoir, il avait modifié la constitution. Il a exclu plus de 80% des Tchadiens, c'est-à-dire les jeunes. Il a augmenté l'âge présidentiel à 45 ans, je crois. La France était là et la France n'a pas réagi à cette modification de la constitution. Et moi, je pense que le fait d'inviter les jeunes, la France cherche juste à se faire croire qu'elle cherche à donner le pouvoir aux jeunes, à ouvrir plus d'horizons pour les jeunes, mais je ne pense pas que la France pourra vraiment faire quelque chose pour les jeunes. On ne peut pas compter là-dessus. Une position un peu plus radicale, France-Afrique, une relation déséquilibrée et biaisée dès le départ. C'est une coopération biaisée. Le président Macron ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce que s'il pense que, disons, avec cette nouvelle génération, il peut davantage, disons, berner leur conscience au point véritablement de permettre à la France de s'enraciner davantage, disons, en Afrique, je pense que c'est peine perdue. Les pays africains doivent revoir, d'accord, leurs relations pas seulement avec la France, mais leurs relations avec l'ensemble des autres puissances. La France estime d'autres seraient dans une dynamique de courtiser l'Afrique à travers sa population jeune et qui constitue un grand marché. Sommet France-Afrique, comme d'habitude, demande Disney, tout va bien utiliser à chaque fois. Ce sommet n'est que de la comédie. Le président Macron a choisi d'inviter cette fois-ci les jeunes Africains que pour les amadouer. Il sait que nous représentons la majorité de la population. Le sommet Afrique-France semble avoir révélé davantage une jeunesse éveillée et qui aspire à plus de considération pour changer ses conditions de vie. Fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de votre magazine La Totale Dimanche avec Adama Anouchkaba.